général, on peut expliquer que c'est un terme générique qui définit les maladies qui altèrent le fonctionnement du glucose sanguin. Donc, c'est des maladies qui sont connues depuis l'Antiquité. Alors, c'est pas forcément la même forme de maladie connue depuis l'Antiquité, hein, on verra après quand on les définira chacune rapidement. Pour toujours parler un peu du diabète, hein, on parle d'épidémie, on voit le chiffre qui a fait x4 hein, en l'espace de 40 ans, tout juste 100 000 malades dans le monde, et plus de 240 millions pardon, de malades en 2016, voilà, et aujourd'hui en 2020, on est entre 250 et 500 millions de malades, avec une prévalence relativement importante, hein, la prévalence. Je pense qu'aujourd'hui, on sait un peu ce que c'est sur une épidémie, le nombre de malades qui intervient aujourd'hui, et l'incidence, c'est le nombre de malades en temps réel maintenant. Donc les déjà malades plus les nouveaux. Ce que nous dit l'OMS en toujours, c'est que d'ici une dizaine d'années, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. En France, plus particulièrement, hein, les diabétiques, c'est entre 4,5 millions et 5 millions de malades de nos jours. Euh, Là, donc je vous ai mis les références en dessous, hein, soit de l'OMS, soit directement des données du bulletin de la sécurité sociale. Pour l'obésité, on peut définir l'obésité comme une maladie liée au poids et notamment liée à l'accumulation anormale et excessive de tissu adipeux. L'OMS précise qui peut nuire à la santé. L'INSERM, donc c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, euh, reprend la définition de l'OMS et précise que ça réduit également l'espérance de vie et que ça vient de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux et principalement hein, du développement de l'ensemble des maladies chroniques et fait référence déjà au diabète, hein, le lien qu'on tente de faire aujourd'hui. L'OMS nous dit également que l'épidémie mondiale, là, le chiffre de l'obésité en 45 ans, il a fait x3, en sachant que les données proposées par l'OMS, là, en disant que ça a fait x3, s'est arrêté en 2014. En sachant que là, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de nouvelles données depuis 2014. On peut estimer que ça a fait plus que x3 depuis 1975, aujourd'hui en 2020. Comment est-ce qu'on peut définir l'obésité? L'OMS nous dit d'utiliser l'IMC. L'IMC, pour un individu donné, bien sûr, c'est pas fiable, hein, valide. En revanche, ça donne une bonne indication du poids sur une population importante. Donc on voit ici à gauche la classification de l'OMS, mais proposée par l'INSERM, et puis à droite, proposée par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui nous dit qu'en fait, il y a 3 voire 4 classes hein, dans l'obésité. Un premier stade, là, noté en surpoids, de 25 pardon, à 30. Ensuite, on classe les obésités donc 1, 2 et 3. Hein. L'ancien mot pour l'obésité sévère, vous voyez, où on est à un IMC supérieur à 40, c'était morbide. Donc c'est pas une terminologie aujourd'hui utilisée, on utilise vraiment la terminologie obésité classe 1 ou stade 1, 2 ou 3. Okay. Pour un individu donné, on peut quand même donner du crédit à cet outil hein, qui est discutable. Le seul élément qui peut dire qu'on peut faire confiance à cet outil, c'est le tour de taille. C'est ce que nous dit l'autorité de santé. L'autorité de santé nous dit que si pour un homme, le tour de taille est supérieur à 94 cm, on peut faire confiance à l'IMC finalement. Et si le tour de taille est plus de 80 cm chez une femme, on peut faire confiance également à l'IMC. Alors, c'est pour des populations blanches ou noires. En revanche, pour des populations asiatiques, l'IMC indique que les tours de taille sont plus fins et donc, c'est pas mis dans la plaque là, en tout cas que le tour de taille recommandé pour un homme, il est de 88 cm. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'IMC, c'est un bon outil pour suivre une population. Pour nous, sur un client, c'est discutable. On peut lui faire confiance en ajoutant le tour de taille. Pour préciser un peu le fonctionnement de la régulation du glucose chez nous, je dois d'abord vous dire que les deux hormones responsables de cette régulation sont l'insuline, sécrétée par le pancréas, hein, qu'on voit ici, donc là on voit une coupe de l'abdomen, et le glucagon. Okay. Donc là ici en jaune, là vous voyez le pancréas, ici vous voyez l'intestin grêle et l'alvéolum, et puis devant qui a été coupé, hein, donc vous voyez les trous ici, c'est l'estomac.
À gauche, ici, vous voyez le foie, et donc là, c'est la vésicule, enfin la vésicule biliaire, là, ici, le chemin de la bile. Ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi on parle du pancréas, hein, parce que c'est une maladie qui atteint finalement cet organe, parce que c'est le seul organe qui produit cette hormone, hein, l'insuline, et le glucagon. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour avoir une glycémie stable, aux alentours d'un gramme, il y a une sécrétion perpétuelle de ces hormones, et nous devons avoir, nous, hommes sains en santé, hommes avec un grand H, hein, une régulation du glucose aux alentours d'un gramme, parce que s'il n'y a pas suffisamment de glucose dans le sang, c'est délétère pour le fonctionnement du système nerveux, on peut mourir, un coma diabétique en l'occurrence. Si on a un excès de glucose dans le sang, c'est l'ensemble du système corps humain qui se met à dysfonctionner au fur et à mesure des années. Donc il faut bien comprendre que c'est cette régulation de sécrétion d'insuline et de glucagon qui permet de maintenir cette glycémie sanguine, et on verra après l'impact de la maladie pour voir l'ensemble des maux de cette maladie que ces patients, que ces clients, je ne sais pas comment les appeler, ont. Donc on voit ici le pancréas. Ce qu'il faut que vous reteniez également, c'est que le pancréas a la faculté de choisir seul, de libérer de l'insuline du glucagon. Parce qu'il possède des capteurs, là au niveau de l'artère abdominale, qui vont évaluer le niveau de sucre dans le sang. Et s'il y a besoin de libérer du sucre, bah, le pancréas va sécréter du glucagon via la veine porte hépatique. Si le niveau de sucre est un peu bas, un peu élevé, pardon, le pancréas va sécréter de l'insuline. Alors pourquoi est-ce que c'est quand même important de comprendre ça? C'est que l'insuline agit sur toutes les cellules de votre corps, le glucagon exclusivement sur le foie. Donc c'est ce qui explique que c'est bien cette veine à porte hépatique qui transporte les hormones insuline et glucagon, et le glucagon agit exclusivement dans le foie. C'est ce qui permet d'avoir une régulation de la glycémie très fine. Euh, c'est très simple comme diapo, c'est juste synthétiser en schéma ce qu'on a évoqué, à savoir que là on voit le pancréas avec les cellules spécifiques qui sécrètent l'insuline, les cellules bêta de de Langerhans. Ici le capteur qu'on a évoqué, donc la souris, ici le capteur, et en fait le pancréas perçoit une élévation de la glycémie sanguine, il sécrète de l'insuline, la glycémie sanguine est encore élevée, il continue de sécréter. Okay. Ici la glycémie baisse, l'insuline sécrétera moins, le pancréas pardon, sécrétera moins d'insuline. Là, on va imaginer un repas. Donc, on voit ce que j'ai évoqué, la glycémie stable aux alentours d'un gramme. Et là, le repas, il est simulé avec la prise de 60 grammes de glucose. Et vous voyez que après cette prise de glucose, la glycémie sanguine, là, elle monte puis elle redescend. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la sécrétion d'insuline, elle est maximale. Et elle est maximale dès l'ingestion de glucose. Donc dès le temps zéro ici, là, le pancréas sécrète la totalité de l'insuline qu'il peut sécréter. Et cette totalité de sécrétion, ce 100% de sécrétion, hein, il va durer presque 2 heures, d'accord, de 0 à 120 minutes. Et malgré le fait que cette insuline soit sécrétée, on voit bien qu'il y a une élévation de cette glycémie, puis après une baisse. D'accord. Quand on arrive ici dans un retour à la normale de la glycémie, bah, bien sûr que le pancréas perçoit cette baisse de glycémie et diminue sa sécrétion de glucose. Donc là, on observe également le pancréas, cette fois les cellules alpha de l'îlot de Langerhans, qui, elles, sécrètent le glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone hyperglycémiante que sécrète le pancréas. Alors, il y en a d'autres. Hein, voilà, l'adrénaline, puis après, les hormones de l'activité physique qu'on connaît bien, hein, les hormones sexuelles, hein, testostérone, progestérone, puis l'hormone de croissance, hein, est également une hormone hyperglycémique. En tout cas, au niveau du pancréas, le pancréas il sécrète du glucagon parce qu'il a décelé une baisse de la glycémie. Il sécrète du glucagon. Le glucagon intervient au niveau du foie, déstocke le glycogène dans le foie pour mettre du sucre dans le sang. Si la glycémie n'est pas redevenue ou réélevée, il sécrète le pancréas du niveau du glucagon. C'est ce qu'on peut observer là sur cette diapo. On voit, si on fait un zoom, là, ce que je vous ai montré, sur le fait que la glycémie, en fait, à 2 heures après le repas, elle descend puis elle remonte. Donc là, on illustre bien avec cette vaguelette la guerre, entre guillemets, hein, de sécrétion perpétuelle entre l'insuline et le glucagon. Parce que ce que je ne vous ai pas dit,
c'est que cet organe, hein, le pancréas, sécrète en permanence ses hormones. C'est une question de proportion. Est-ce que j'en sécrète un petit peu des deux parce que la glycémie, comme vous voyez là, elle est normalisée, ou est-ce que je dois sécréter beaucoup d'insuline, très peu de glucagon, parce que la glycémie est élevée, ou est-ce que je dois sécréter peu d'insuline, beaucoup de glucagon, parce que la glycémie est basse. Alors le schéma est faux, pour la simple raison, c'est que la glycémie, l'équilibre de la glycémie sanguine n'existe pas, hein, dans la vie humaine. Il y a forcément une espèce de micro-vaguelettes. Donc en fait, si on devrait reproduire là, ce schéma, en fait, on pourrait continuer par faire des vaguelettes dans toute la frise de temps là, qui se termine. Néanmoins, la moyenne, là, elle est entre environ 1 gramme par litre de glucose par litre de sang. Donc, sachez qu'il y a plusieurs formes de diabète. Le diabète dit de type 1, de type 2, les anciens noms, je les ai mis entre parenthèses, hein. 1 pour diabète insulinodépendant, c'est le fameux diabète connu depuis l'Antiquité. Le diabète de type 2, DNID pour non insulinodépendant. Donc aujourd'hui, on évoquera cela. Sachez qu'il en existe d'autres, hein. Le diabète gestationnel, qui atteint 8% des femmes enceintes. Et puis d'autres formes de diabète, des fois plutôt génétiques ou des diabètes secondaires. Je pense par exemple à l'arrêt du pancréas à cause d'un cancer ou à cause de prise de médicaments. Donc, le diabète de type 1, c'est la maladie connue dans l'Antiquité. Et donc, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que c'est l'immunité des personnes qui se retourne contre le pancréas et plus spécifiquement contre les cellules spécifiques qui fabriquent l'insuline, donc les cellules bêta, amyloïdes de Langerhans. Ça veut dire que le pancréas, il ne peut plus sécréter d'insuline. Ce sont des patients, des clients, des gens qui doivent veiller régulièrement par la mesure de la glycémie capillaire, leur niveau de sucre du sang, et s'injecter régulièrement de l'insuline. Alors maintenant, ça fonctionne très bien, ils n'ont plus forcément besoin de se faire des piqûres. Il y a des célébrités qui en ont et qui passent à la télé avec. Je pense à Jean-Marie Bigard, là. Quand il met les t-shirts, vous voyez avec un espèce de petit macaron blanc, bah, c'est une pompe à insuline, parce qu'il est diabétique. C'est beaucoup moins contraignant aujourd'hui que ce que ça a pu l'être il y a même encore une dizaine d'années. Ce que je voulais vous dire, c'est que en général, le diabète, c'est rare de découvrir un diabète de type 1 après 20 ans, après 30 ans. Mais c'est pas impossible, hein, mais JB, on t'a pas entendu. je sais plus ce que j'ai dit. Juste la partie que tu voulais reprendre là, j'ai oublié de dire et on t'a pas entendu. Enfin, je sais pas si je suis seul, mais merci. Je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, donc, oui, pardon. C'est que le diabète de type 1, en général, c'est des gens qui développent cette maladie avant 20 ans, dans de rares cas à 30, et après, en règle générale, c'est plus diabétique de type 1, c'est plutôt diabétique de type 2. Ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que le diabétique de type 1, il est tout mince, le diabétique de type 2, il va tout mince. On parle d'épidémie, de pandémie, hein, c'est 80 à 90%, et ça serait plus aujourd'hui 90 à 95% des malades. Eux, le pancréas fonctionne très bien. Ça veut dire que leur pancréas sécrète de l'insuline, sécrète du glucagon, sauf que leurs cellules, toutes, sont devenues résistantes à l'insuline. Imaginez que l'insuline, c'est l'hormone qui va ouvrir la porte pour que le glucose rentre dans les cellules. Et ben, c'est comme si sur votre porte, au lieu de mettre un verrou, ben, il n'y avait pas un verrou, hein, il y en avait 4. Et qu'il fallait 4 molécules d'insuline pour ouvrir la porte. Donc on parle de résistance à l'insuline. Et souvent, bah, ils ne sont pas fins parce que c'est une maladie qui atteint le sujet plutôt sédentaire, de 40 à 50 ans, qui aime bien boire, qui aime bien manger, qui a une petite bedaine, voire une bonne bedaine bien naissante. Donc, je m'arrêterai là dans les explications et la présentation du sujet. En règle générale, le traitement n'est pas le même. Ils sont traités parce qu'ils doivent avoir un régime particulier et notamment prendre un médicament, plusieurs médicaments, pourquoi pas. Donc en fait, c'est cette épidémie. Hein. On parle vraiment d'épidémie et il faut faire un lien avec l'obésité parce que c'est l'un peut-être cause l'autre ou inversement.
Dans cette partie un peu plus détaillée de cette maladie, il y a 3 phases dans cette maladie. En fait, il y a 2 phases qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'on se plaint de rien, ça fait mal nulle part. Et en fait, cette phase-là, ça dure entre 10 et 15 ans. Sachez que avant de devenir diabétique, on est ce qu'on appelle prédiabétique. Et à ce moment-là, c'est le seul moment dans la maladie où c'est réversible. Ça veut dire que si, je sais pas, un peu fortuitement, en faisant des analyses, on découvre un prédiabète, la modification du mode de vie, la mise en place d'une activité physique régulière peut sortir les gens de cette maladie. S'il n'y a pas cette découverte un peu fortuite, on tombe dans une phase longue qui dure 10 ans, et ensuite on a été diabétique pendant 10 à 15 ans, et donc à ce moment-là, on a les maux du diabète, hein, avec les troubles qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors quand je parle d'épidémie, hein, je pense que là, c'est une plaque prix de la Fédération internationale du diabète, inspirée de ce que propose l'Organisation mondiale de la santé. Bon, les gens qui sont pas diabétiques, en fait, c'est l'Afrique. Hein. Et pas donc l'Afrique subsaharienne, hein, pas le Maghreb. Hein. Tous les autres dans le monde, bon, on est tous diabétiques. Non, plus sérieusement, on voit bien qu'il y a une épidémie mondiale et une pandémie mondiale hein, dans l'ensemble des pays industrialisés, mais pas que. Hein. On remarque qu'il y a également cette pandémie là en Amérique du Sud. On l'observe là dans toute l'Europe. Et il y a 2 exceptions un peu dans le monde là, c'est l'Asie et l'Australie et l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est parce qu'ils n'ont pas une abondance alimentaire comme ce qu'on peut avoir. Quoique en Afrique du Sud, c'est discutable. En revanche, ici en Asie et en Australie, ce qui expliquerait cette différence, c'est plus forcément vrai, hein, parce que le rapport est de 2007 avec des données de 2005, c'est que là, la Chine et l'Australie, c'était un monde plutôt rural, loin des villes, avec une activité physique intense et importante. Aujourd'hui, vraisemblablement ici, on serait plus gris, on serait plutôt rouge, hein, comme ce qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Alors, quels sont les risques d'avoir cette fameuse hyperglycémie pendant des années de 2 types, avec plusieurs retentissements. La première, c'est que la glycémie élevée altère le fonctionnement du système nerveux au point que les diabétiques ne sentent plus la douleur, ou sentent moins la douleur. Par exemple, si un diabétique là, plante un clou dans un mur et se met un grand coup de marteau dans le doigt, il ne sentira rien. Alors que vous allez jongler, lui, il ne sentira rien. Donc c'est bien cette hyperglycémie qui a rendu le système nerveux, qui a altéré le fonctionnement du système nerveux. Également, il y a un impact important sur le fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Sachez que l'hyperglycémie altère, détruit, fait des dommages sur les parois qui tapissent là, le cœur et les vaisseaux. On appelle ça l'endothélium. Donc ça altère le fonctionnement de l'endothélium au point de causer des infarctus, au point de causer des accidents vasculaires cérébraux, au point de devenir insuffisant rénal. Et au point de devenir aveugle. Là, c'est parce que l'œil est moins vascularisé et parce que l'œil est moins innervé. Donc on voit bien que sur le fait que les diabétiques deviennent aveugles, c'est le cumul des atteintes du fonctionnement du système nerveux et des atteintes du fonctionnement du système cardiovasculaire. Sachez qu'en règle générale, quand ces signes arrivent, c'est trop tard. Par exemple, j'ai le cas d'une amie qui a découvert son diabète à 30 ans parce qu'elle est devenue aveugle. Et elle a recouvré la vue 3 semaines après une hospitalisation où la glycémie est devenue normalisée. Donc elle a eu de la chance de recouvrer la vue. On parle également du pied diabétique et on dit que nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on doit veiller à la santé de leurs pieds. Pourquoi ils sentent pas qu'ils ont mal, hein, ils ont une altération de la douleur, donc une simple ampoule, un ongle incarné, un ulcère. Comme ils ne sentent pas une douleur, ils ne le soignent pas. Du fait qu'ils aient une vascularisation moins importante, ça ne cicatrise pas. Et ça peut gangréner. Donc c'est pour ça qu'on demande un soin particulier aux diabétiques, un soin de leurs pieds, particulier aux diabétiques. Parce que le risque d'amputation est important. C'est fréquent chez les diabétiques, donc il est différents orteils, pieds, amputés. Ce que vous devez savoir également, c'est que ces risques de la maladie sont présents uniquement si la glycémie n'est pas normalisée. Si la glycémie est normalisée chez un diabétique, il n'a aucun risque d'avoir ces atteintes et ces risques s'ils ne sont pas déjà présents.
Donc, s'il y a un diabétique de type 1 soigné depuis l'âge de 20 ans, qui a déclaré la maladie, a toute sa vie une régulation de la glycémie optimale, il a peu de risques. Si c'est un diabétique de type 2 qui a 60 ans, qui n'a pas eu, un glycémie, enfin, un diabète régulé pendant 15 ans, et qui n'a pas une modification importante du mode de vie pour réguler le diabète, à ce moment-là, c'est risqué. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas je suis diabétique et puis j'ai les pieds pourris ou j'ai un risque important. C'est je suis diabétique, j'ai un risque important. Et ce qui va éviter les risques ou minimiser les risques, c'est le maintien de la glycémie normale. D'accord. Il faut quand même poser la question. Comme ils ont une altération de la perception et de la douleur, c'est à nous, éducateurs sportifs, de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un ongle incarné? Est-ce qu'ils n'ont pas des ampoules, par exemple? Et s'il y en a, est-ce qu'ils les soignent? À quoi sert l'activité physique et en quoi l'activité physique est un médicament pour le diabétique? L'angiogénèse, hein, c'est un mot barbare, hein, c'est le mot savant pour dire que ça favorise la capillarisation. C'est quelque chose qu'on connaît nous, hein, en tant qu'éducateurs sportifs, de dire oui, le muscle est mieux vascularisé après un entraînement. C'est le mot scientifique, angiogénèse, hein, pour parler de la vascularisation. Ça améliore le fonctionnement ici là des vaisseaux, donc de l'endothélium, donc de la paroi interne des vaisseaux et du cœur, donc des vaisseaux cérébraux, cardiaques, et puis tous les vaisseaux, hein, bien sûr. Ça favorise le fait que le glucose soit mieux capté par l'ensemble des cellules et particulièrement par les cellules musculaires. Parce que ce que j'ai pas dit, hein, c'est que la seule hormone qui est hypoglycémiante, c'est l'insuline au repos. Dans le cadre de l'effort, les hormones de l'activité physique ont la faculté de faire rentrer du glucose dans les cellules musculaires. Et c'est ce mécanisme qui rend moins sensible les cellules à l'insuline et qui favorise le fait de maintenir une glycémie la plus stable possible. Alors, on va refaire un focus sur l'obésité et en regardant et en voyant là ce qu'on voit sur la diapo, là, en l'espace de 10 ans, l'évolution de l'obésité en France, là, avant les années 2000 et au niveau des années 2010. En 2010, il y a 17% de la population adulte qui est obèse en France. C'est une évolution qui est relativement stable. Alors, la diapo d'après n'est pas vraie sur les pourcentages ici, là. En tout cas, ce n'est pas le même mode de calcul. C'est juste pour qu'on voit par rapport à l'Europe. En tout cas, les proportions sont fausses, là, les chiffres sont faux, mais les proportions par rapport aux pays qui nous entourent européens sont plutôt vraies. Ce que nous dit, et quand l'OMS parle de cette épidémie d'obésité, on voit la plaque du monde. Et rappelez-vous de la plaque qu'on a vue dans le cadre du diabète de type 2. Le diabète de type 2, seul l'Afrique, l'Asie et l'Australie ne sont pas touchés, ou beaucoup moins. Tous les autres pays du monde sont touchés. Donc là, on voit dans le cadre de l'obésité que les États-Unis et le Mexique sont fortement touchés. Certains pays du Moyen-Orient ici sont fortement touchés. Certains pays là, sud-américains et sud-africains sont fortement touchés. Et les autres un peu moins. Donc là, les nuances d'orange un peu moins, et les nuances d'orange blanc, là, encore moins, et jaune, très faibles. Donc, il faut bien se dire que obésité égale, l'épidémie d'obésité est corrélée et suit l'épidémie de diabète de type 2, ou, je ne sais pas qui arrive en premier, le fou de la poule, l'épidémie de diabète de type 2 suit cette épidémie d'obésité vraiment. Pourquoi est-ce que l'obésité est un problème de santé publique? Parce que la moitié des patients obèses, des clients obèses, sont diabétiques. En revanche, il peut y avoir des diabétiques de type 2 qui ne sont pas obèses. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que la moitié de ces clients-là, donc il y a 17% de la population française qui est obèse. Sur les 17%, il y a la moitié, donc il y a 7%, pardon, 6%, 6,5% des patients obèses qui sont diabétiques. C'est extrêmement important. Et si on voit là avec les deux problématiques en termes de santé liées à l'obésité, c'est les maladies cardiaques et le diabète. Ça veut dire qu'il y a 60% de ces patients-là qui sont malades. Là, la stat française de l'INSERM, c'est 17% chez l'adulte
et 16% là en général chez les enfants, avec une obésité un peu plus marquée chez les filles chez les filles enfants que, alors c'est pas grand chose, hein, que chez les garçons. Et que ce chiffre-là, depuis 2009, en France, il n'a pas évolué. Il est relativement stable. Ce qui a fait ça, hein, c'est les politiques de santé, et particulièrement la campagne dont tout le monde se moque. Éviter de manger trop gras, trop sucré, et puis ce qu'il y avait dans les pubs pour les enfants, le 30 000 d'activités ou 60 000 d'activités quotidiennes. Alors, je reviens là sur le diabète pour parler enfin des recommandations de réentraînement pour le diabétique et enfin après pour le sujet obèse. Comme vous voyez à gauche là, il y a des exercices qui sont contre-indiqués, interdits. Il faut tout de suite nuancer ce qui est contre-indiqué et interdit. Ce qui est contre-indiqué et interdit l'est exclusivement chez le patient client qui a une glycémie qui n'est pas normalisée. Okay. Donc voilà, ça veut dire que courir, faire du tapis roulant, faire de la randonnée, c'est pas possible. Et pourtant, il y a des diabétiques de type 1 ou type 2 qui font des marathons. Oui, leur glycémie est normalisée. Donc aucun problème. Si la glycémie n'est pas normalisée, il faut appeler le diabétologue. Le diabétologue va nous contre-indiquer les exercices où il y a des risques de lésions au pied. Et s'il risque de lésions au pied, rappelez-vous, ils ne sentent pas qu'ils ont mal. Comme ils ne sentent pas qu'ils ont mal, ils ne se soignent pas. S'ils ne se soignent pas, ils risquent de se faire amputer. Donc, et d'où le fait aussi, hein, si jamais le diabétologue sent que le patient il se connaît, et puis que vous, il a confiance en vous, il peut très bien vous dire bon, vous pouvez faire de la course à pied, la contrainte, ce qu'il faut surveiller, je vous demande de faire de la pédagogie avec monsieur machin truc pour qu'il examine ses pieds, quitte à ce que vous l'aidiez à l'examen de ses pieds. Donc, ce qui est recommandé, hein, on le voit, hein, c'est de la musculation, c'est des exercices d'endurance non portés, hein, en l'occurrence. En ce qui concerne la musculation et le diabète, ce que nous dit l'American College, hein, je vous ai mis la référence en dessous, l'American College propose des recommandations pour le sujet diabétique de type 2, ce qui explique ici le panel de charges là, très important. Et en fait, le panel de charges très important, il est à la fois pour le diabétique de type 1 et pour le diabétique de type 2. Pour le diabétique de type 2, ce que nous dit l'American College, c'est que nous devons utiliser des charges entre 50 et 60% du 1RM et faire des séries plutôt longues. Donc faire peut-être un peu d'endurance de force, parce que c'est cette prescription qui permet aux muscles de s'adapter et de capter le plus de glucose possible. Et rappelez-vous que l'objectif, c'est de normaliser la glycémie. En revanche, pour le diabétique de type 1, comme ils ne sont pas diabétiques pour la même raison, c'est ce qui explique que pour le diabétique de type 1, on peut mettre des charges plus élevées. Si vous regardez la fréquence, c'est de 2 à 4 fois par semaine. Moi, je vous invite à essayer une séance comme ça. Hein. Vous faites une séance en full body, 14 exercices par séance, 2 séries par exercice, 20 répétitions avec 60% de votre max. C'est difficile. Hein. C'est des séances d'endurance de force et vous sortez épuisé, fatigué. D'accord, de ce type de séance. Donc, bien sûr, c'est ajusté en fonction du niveau de notre client, hein, ce type de séance. Ce que nous dit l'American College, pardon, en termes de rentraînement d'endurance, c'est quotidien. C'est 5 à 7 fois par semaine, avec des intensités qui vont de 40 à 60% de VO2 max. On peut dire que c'est PMA, donc de 40 à 60% de PMA, 40% c'est marché. Avec des durées de 20 à 60 minutes. Super, merci Jean-Baptiste, tu es en train de dire qu'il faut marcher, mais ça on le sait déjà. Ce qu'il faut aussi lire là, quand vous lisez les recommandations d'American College, c'est qu'ils disent ça, et après, la phrase d'après, ils disent que l'intensité doit être continue ou d'intensité moyenne. Donc en fait, si on raisonne en intensité moyenne, ça veut dire qu'en ayant une intensité moyenne de 50% de PMA, on peut et on doit proposer de l'entraînement par intervalle. Par exemple, vous faites une minute d'effort PMA ou AVMA, une minute d'effort, une minute de repos à 0. Donc la moyenne entre 100 et 0, ça fait 50%. Et avec ce genre d'intermittent, on est pile dans les recommandations de réentraînement pour le diabétique de type 2.
Ce que je vous dis pas, hein, enfin ce que je ne vous dis pas, parce que vous le savez, il faut bien sûr être un peu plus progressif peut-être avec ce genre de patients, clients, je ne sais pas comment les appeler, qui ne se sont pas entraînés depuis longtemps. S'ils sont entraînés depuis longtemps, bah, il faut rester dans cette perception d'effort ou dans cette fenêtre d'intensité. En revanche, vous voyez, il y a 3 à 4 fois, et puis j'ai des intensités beaucoup plus élevées, 3 à 4 fois la fréquence moins importante et l'intensité plus élevée sont plutôt réservées aux diabétiques de type 1. C'est pour ça qu'il y a un râteau, une fourchette d'intensité et de fréquence. Donc le diabétique de type 2, c'est tous les jours, des intensités continues moyennes à modérées, 40 à 50 à 60%. Si je fais de l'intermittent, il faut que je ne dépasse pas une intensité moyenne de 60%. Okay. En ce qui concerne l'obésité, la prise en charge de l'obésité, je vous propose des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je les ai nuancées avec, ici, vous avez en dessous, avec les recommandations de l'American College de l'adulte sain en santé. Parce que si vous regardez et lisez les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur la musculation, c'est faut en faire 2 fois par semaine. Comment? Débrouillez-vous. Donc du coup, j'ai été regarder ce que propose l'American College, et l'American College nous dit, pour entraîner un sédentaire débutant, il faudrait utiliser des charges entre 50 et 70% du max, 4 à 10, 12 exercices par séance, avec, là pour le coup, c'est moi qui ai fait ce choix-là, mais l'American College nous dit qu'on peut utiliser des charges de 6 à 30 ou 40 répétitions, pour le sujet sans santé. Donc j'ai fait le parti pris de diminuer les reps et d'augmenter un peu l'intensité. Ce que je vous présente. En tout cas, l'OMS nous dit il faut en faire, mais il ne nous dit pas comment. L'American College nous explique un peu plus en détail comment prendre en charge le débutant sans santé. En ce qui concerne l'endurance, c'est un peu pareil. Si vous regardez les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 150 minutes. 150 minutes, c'est 30 minutes par jour. Et donc, en fait, si vous lisez les recours de l'Organisation mondiale de la santé, il nous dit c'est 150 à 300 minutes d'intensité faible à modérée. Donc, en fait, c'est de 30 minutes à 1 heure tous les jours pour prendre en charge un sujet obèse. Si les intensités sont faibles et modérées, en revanche, si les intensités sont de modérées à très intenses, on peut diviser par 2, voire diviser par 4 les recommandations, à savoir proposer 250 à 75 minutes, d'accord, d'entraînement par semaine. Okay. Ça veut dire que vous avez un client qui est obèse, pas diabétique, qui est obèse, vous souhaitez lui faire perdre du poids parce qu'il a un risque de devenir diabétique important, il a entraîné depuis, je sais pas, avec vous depuis 3 mois, n'ayez pas peur de proposer des intensités très élevées en endurance. Okay. Parce que c'est génial, 75 minutes sur la semaine, c'est ridicule. Mais le prix à payer pour ne faire que 75 minutes, c'est une intensité maximale. Donc, pour conclure un peu les recommandations du obèse, il faut qu'il bouge entre 30 minutes et 1 heure par jour, s'il est tout seul. S'il est encadré, pourquoi pas faire moins, encadré par jour, pourquoi pas faire moins et plus intense. Et s'il est débutant, eh bien, je vais utiliser ce que je sais faire avec un débutant, à savoir progressivement, je vais augmenter l'intensité pour peut-être diminuer un peu la durée, pour pouvoir avoir une dépense énergétique importante. Si vous souhaitez aller plus loin, donc il y a 2 bouquins de physio que je vous propose. Donc avec les livres que je vous propose, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je ne gagne pas d'argent à ce que vous achetez ces bouquins. Faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire lisez pas ces trucs-là comme des bouquins de chevet. Ça, c'est une connerie. Si vous êtes francophone, il y a un bouquin qui est pas mal sur prescrire une activité physique. Et si vous lisez la langue anglaise, je vous invite à feuilleter les recommandations de l'American College. Et dedans, ça parle de beaucoup de maladies, notamment ce qu'on a évoqué aujourd'hui, le diabète et l'obésité. Je pense que j'ai dépassé la demi-heure. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous n'avez pas de questions. Non, je déconne. Je vous écoute pour vos questions. En tout cas, je laisserai Jackie modérer les questions. Merci. Pas beaucoup de questions, JB. Donc apparemment, tu as été clair. Tout va très bien.
Juste une petite question, je crois que j'ai vu de Chloé. Pourquoi ne pas avoir une intensité élevée pour un diabète de type 2? Alors, ok. C'est une bonne question. Alors pourquoi? Je vais essayer de réexpliquer. Alors en musculation, alors pourquoi pas? Alors chez les diabétiques de type 2 en musculation, l'objectif de la prise en charge, c'est de, de stimuler, enfin, de favoriser le fait que le muscle capte du sucre à l'effort le plus possible. Et parce qu'il faut normaliser cette glycémie, hein. Le diabétique de type 2, en l'occurrence, en général, il n'a pas de piqûre, il a un régime et des médicaments oraux. Si l'activité physique est bien menée, si le patient là, il est sérieux avec son régime, le régime et l'activité physique suffisent à normaliser ses glycémies. Toutefois, en musculation, il y a des recommandations qui sont prises parce que ce qu'il faut aussi, je n'ai peut-être pas été assez clair, mais il y a un impact important sur la maladie, sur le fonctionnement ici là des artères. Et donc, le fait de pratiquer une activité physique va avoir un impact, ici là, va limiter les dégâts de l'hyperglycémie sur le tissu artériel en musculation. En endurance, les dégâts artériels ici, là, ils sont sur les artères là, des pieds, mais sur les artères du cœur, sur les artères du cerveau. C'est ce qui explique que les recommandations, finalement, elles sont relativement modérées. Alors, là, je pense que j'ai répondu partiellement. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que là, c'est les recommandations, mais les recommandations, sachez qu'elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elles évoluent. Et que si votre client il a une glycémie qui est bien normalisée, qu'il est suivi depuis des années par le même diabétologue, qu'avec vous, ça fait plusieurs semaines, mois, voire années que vous entraînez, pourquoi pas, avec l'accord du diabétologue, proposer des intensités plus élevées. En tout cas, sur ces recommandations, voilà, moi, je suis très conservateur. En fait, l'American College est très prudent. Je n'ai pas présenté qui était l'American College. Hein. L'American College, c'est une société savante qui émet des propositions de rentraînement basées sur des preuves et basées sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'études faites sur un sujet. Donc c'est un peu ce qui fait consensus. C'est pour ça que si vous faites de la bibliographie seule, vous allez trouver une, deux biblios sur il faut faire plus d'intensité. Mais du coup, ce genre de recommandations mettent du temps à évoluer. Comme vous savez, hein, là, la dernière est sortie en 2010, on est en 2020. En tout cas, les recommandations disent ça. Est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on peut faire plus? Oui, d'accord. Mais antériorité avec votre client, accord du diabétologue, et est-ce que la glycémie est normalisée? J'espère que j'ai répondu, Chloé. Alors, il y a des questions assez drôles. Chloé, mais parfait. Donc, merci pour ta réponse. Après, je peux peut-être compiler effectivement deux questions. Celle d'Olivier. Qu'en est-il de l'association finalement du renfort et de l'endurance au niveau des dernières recommandations? Est-ce que toi, tu aurais… Je suis pas sûr de comprendre. Je vais quand même essayer de former une réponse, puis j'espère tomber juste. Donc en fait, si on regarde les recommandations pour le diabétique de type 2, le diabétique de type 2, il doit faire de la musculation 2 à 4 fois par semaine. Il doit faire une endurance tous les jours. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix de faire des séances jumelées. Ça veut dire que si vous louez votre client 2 fois par semaine, eh bien, votre séance doit comprendre une partie endurance, une partie musculation. Et que si il fait des séances en autonomie, et qu'il est autonome, pourquoi pas lui proposer une ou deux séances de musculation, mais sinon l'inciter et pourquoi pas lui prescrire des séances d'endurance. Donc, oui, il faut faire, parce que vous voyez, hein, il y a des séances de 20 à 60 minutes en endurance, et puis de 20, pardon, et puis de 20 à 60 minutes en musculation. Donc en fait, on ne va pas le voir 2 heures, je suis d'accord avec vous, mais sur une séance d'1 heure, il est possible de faire une demi-heure de musculation, une demi-heure d'endurance sans aucun problème. J'espère que j'ai répondu et pas à côté. Non, je pense que oui. En même temps, il y a une nouvelle question, mais cette fois de JP, pas JB, mais JP. Pourquoi c'est contre-indiqué la marche prolongée? Ça veut dire quoi? Ouais, ok. Donc en fait, c'est contre-indiqué la marche prolongée dans le cadre du diabétique qui la glycémie qui n'est pas régulée, d'accord,
Pour la simple et bonne raison, donc la marche prolongée, c'est de la randonnée. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le cadre de la randonnée, il peut se faire un ulcère, un ongle accardé, une ampoule. Donc c'est pas grave qu'il se la fasse, d'accord. Mais ce qui est délétère, c'est que s'il est diabétique depuis longtemps et que la glycémie n'a pas été normalisée, il est possible qu'il ait une atteinte, là, au niveau du fonctionnement du vaisseau, au niveau du fonctionnement du nerf, qu'il ne le sente pas qu'il soit blessé, et s'il ne sent pas qu'il est blessé, il ne va pas se soigner. D'accord. Donc, en fait, la contre-indication, elle est donnée dans ce sens-là. Okay. Si vous avez un client qui a 30 ans, qui est diabétique de type 1, et la glycémie n'est pas normalisée, pardon, faites ce que vous voulez avec l'accord du diabétologue. Si en revanche, c'est ce diabétique de type 2 qui a 45 ans, euh, qui est un peu obèse, un peu diabétique de type 2, il commence à avoir d'autres trucs, et la glycémie, malgré le régime, malgré le médicament, n'est pas normalisée, pas tout de suite. D'accord. Il faut attendre que la glycémie soit bien normalisée pour, après avoir eu le feu vert du diabétologue, pourquoi pas faire une rando, courir, d'accord. Et parce que lui, ce qui risque, le diabétique, pardonnez-moi, hop, je mets la diapo, lui, ce qui risque, c'est pas le fait que ça met du temps à cicatriser, c'est une amputation. Donc, la contre-indication, elle est pour sa santé des pieds, d'accord. Une fois de plus, je pense que les diabétologues, si on les appelle, ils ne sont pas fermés, hein. Ils ne connaissent pas notre métier, donc il ne faut pas lui demander aux diabétologues ce qu'on doit faire. Il faut lui demander ce qui est interdit. Alors, je vous appelle parce que votre client, votre patient, il est diabétique. Ce monsieur, il est venu me voir pour que je l'accompagne vers l'activité physique, docteur. Est-ce que sa glycémie est normalisée? Qu'est-ce qui est interdit à votre avis? Le médecin va très bien vous dire, la course à pied est contre-indiquée pour le moment. Monsieur le docteur, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que il y a des altérations au niveau du système nerveux, il ne sent pas s'il a mal, et le risque, s'il a mal et qu'il ne se soigne pas, c'est que ça finisse par une amputation. Donc, en fait, si vous avez. C'est pour ça que j'ai posé une contre-indication absolue, mais je pense que les toubis, ils sont assez ouverts avec nous si nous, on ose aller les voir et leur demander ce qui est contre-indiqué, et puis s'il y a une contre-indication partielle, pourquoi. Donc, c'est pas grave et normal, mais si la glycémie est normalisée et qu'on a l'autorisation du diabétologue, on fait ce qu'on veut. Si la glycémie n'est pas normalisée, appelons le diabétologue, savoir éventuellement ce qui n'est pas contre-indiqué ou ce qu'il est dans quelle mesure. J'espère que j'ai répondu. Je pense que oui. Une dernière question peut-être. La production d'insuline, est-ce qu'elle est maximale avec l'alimentation ingérée ou seulement quand c'est du sirop de glucose qui a été injecté? Ok, ouais. Non, alors là, ça dit quoi là, par rapport à ça? Donc l'ingestion de 75 grammes de glucose, ça simule l'ingestion d'un repas. Effectivement, si on tient compte de l'index glycémique, de la charge glycémique du repas, peut-être pas. Oui, effectivement. En revanche, vous buvez 2 verres de coca, on est au plafond. En fait, on est au-delà de cette courbe de glycémie. Donc, 75 grammes de glucose, oui, ça ne ressemble pas à un repas normal à table, tout ça. En revanche, 2 verres de coca ou un apéritif, on est largement à cette réponse glycémique. Alors, on va arriver peut-être sur la dernière avant d'en lire une dernière qui n'est pas très agréable pour les chauves. Moi, je ne réponds pas alors. Il y a quelques-uns qui blaguent. Mais du coup, quelle intensité doit-on mettre en place pour des non normalisés s'il y a l'accord du médecin? Il y en aura une après intéressante, je pense, Délie. Enfin, deux. Donc, je vais reformuler la question et j'espère que c'est la bonne. Donc, en fait, la question, c'est j'ai un diabétique qui a une glycémie qui n'est pas normalisée, quelles recommandations j'utilise? Okay. Donc, en fait, si la glycémie n'est pas normalisée, je contre-indique les activités portées. Portées telles que des sauts, de la marche, de la course, une randonnée. Donc, ça veut dire qu'un exercice simple, qu'on peut sembler anodin, faire des squat jump ou des contre-movement jump ou des drop jump, pour le coup, ça c'est interdit. En revanche, sur l'activité musculation, je peux utiliser les intensités que je souhaite
avec une cible entre 50 et 65% du RM, 2 à 4 fois par semaine. Et puis en endurance, la glycémie n'est pas normalisée, il faut qu'il bouge tous les jours. Et puis la fenêtre d'intensité, peut-être à proposer, voilà, tous les jours, une demi-heure, tu vas marcher, ou si tu as un vélo à la maison, tu viens ici, tu restes à une intensité modérée, et puis on peut évaluer le fait que l'intensité modérée par la perception de l'effort, par l'utilisation de l'échelle de Borg. Et puis nous, on se voit et 2 fois par semaine, et quand on se voit 2 fois par semaine, on peut proposer de l'intermittent. Je pense que si c'est un client qui est néophyte, voilà, tout seul, on laisse l'autonomie sur du continu. Et par contre, avec vous, pourquoi pas, dès la deuxième séance, après avoir évalué votre client, pourquoi pas faire une initiation à l'intervalle. Ce ne sera pas le pire intervalle qu'il aura eu, mais ça sera quand même plus bénéfique de proposer un entraînement par intermittent qu'un entraînement continu. Donc, musculation avec vous, des charges plutôt moyennes à modéré élevé, 2 séances par semaine, tous les jours seul, enfin tous les jours, hein, une demi-heure seul, et avec vous, pourquoi pas faire une demi-heure avec des variations d'intensité, et au final une intensité plus élevée par pic, hein, par intervalle. J'espère que j'ai répondu. Désolé pour la réponse à rallonge du coup là. Et on a aussi deux remarques. Alors, une première dédiée, mais on sent un petit peu la profession derrière. Que fais-tu du travail de proprioception? Pour moi, c'est très important, système nerveux, etc. Et j'y vois donc une importance. Est-ce que tu vois, toi, une importance avec les corrélations, évidemment, avec le diabète et le surpoids? Bon, je pense qu'on a… Alors, moi, à titre personnel, oui. En termes de recommandations, il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, une fois de plus, les recommandations proposent un cadre de l'entraînement. Après, est-ce qu'on veut rajouter des choses, parce que pareil, on peut faire la même réflexion et la même remarque sur les étirements. Quelle est la place des étirements chez ces populations? Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de noté en termes d'étirements. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire que ça n'a pas été estimé comme risqué, en fait, comme pratique risquée chez ces publics. Donc, comme c'est pas risqué, faisons ce qu'on sait faire avec un débutant. Voilà, en tout cas, c'est moi ma remarque personnelle. Ok, comment détecte-t-on un prédiabétique? Alors nous, non. Alors ça, c'est le médecin généraliste au cours d'un check-up, et puis il découvre que la glycémie, elle n'est pas considérée comme un diabétique, elle n'est pas à 2 grammes, mais elle n'est pas à 1 gramme, elle est un peu entre les deux. Et puis en fait, ils refont plusieurs fois le test, et c'est là où ils découvrent le prédiabète. C'est que la glycémie, elle n'est pas au plafond comme un diabétique, elle n'est pas normale comme vous là aux alentours d'un gramme. Elle est à la frontière entre les deux. Hormis l'élévation de la glycémie, il n'y a pas de symptômes. C'est la particularité de cette maladie. Le seul symptôme qu'on voit dans la caricature diabétique de type 2 que j'ai évoquée, c'est l'antécédent d'inactivité physique, la bonne bouffe et le fait qu'il ait un bon point important. Mais sinon, les patients, là, ils se plaignent d'aucune douleur, hein, de rien du tout. Merci JB, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter, il est 22 heures. Merci à vous. Merci à tout le monde pour votre participation. J'espère que ça a été intéressant pour vous tous. Et puis, je vous rappelle qu'il y a le prochain webinaire avec le même format le jeudi 14 janvier.